Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, D'abord, je vais m'excuser avant même de continuer. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas publié de vidéo dans cette chaîne. Donc, c'était par manque de temps. Je suis vraiment désolé, je m'en excuse. Nous sommes revenus aujourd'hui pour faire une petite analyse sur ce qui se passe dans la géopolitique africaine. Donc, tous les guerres commencent par un récit. Et quand on observe le Nigeria aujourd'hui, ce récit mérite d'être interrogé. Quand on parle du Nigeria, on nous parle presque toujours de Boko Haram, de terrorisme ou d'insécurité. Mais on nous parle très rarement, ou bien presque jamais, de pétrole, de pauvreté organisée, de multinationales pilleurs et de stratégies géopolitiques dans cette zone. Aujourd'hui, nous allons essayer de remettre les pendules à l'heure. Parce que ces derniers jours, une déclaration de Donald Trump sur le Nigeria a relancé un discours bien connu, celui de la menace, du terrorisme, de l'insécurité, etc. Ce type de propos n'est pas nouveau. On l'a déjà entendu à propos du Mali, du Niger ou du Burkina Faso. Mais pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut dépasser ce que disent les médias ou bien même les émotions et analyser les discours et les événements eux-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose une lecture un peu critique parce qu'on nous dit en sciences humaines, on sait que les conflits ne sont jamais expliqués par une seule cause. Sans entrer dans la polémique, je vais m'appuyer sur cette grille pour analyser ce qui se dit ou bien ce qui se joue aujourd'hui sur le Nigeria. Et parce que le 17 décembre 2025, les forces armées américaines ont mené des frappes aériennes dans l'état de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, contre des positions attribuées à des groupes armés liés à l'État islamique. Ces frappes, justifiées par Washington au nom de la lutte contre le terrorisme, ont relancé un débat fondamental, celui de la légalité des interventions militaires étrangères sur le sol africain. Je ne sais pas qui, mais depuis toujours, je me questionnais sur ces interventions militaires. Je me questionne toujours sur euh, la, euh, la présence des bases militaires étrangères ici sur le sol africain. Donc, aujourd'hui encore, je me questionne pourquoi l'intervention militaire des États-Unis ici sur le sol africain. Mais pour comprendre cet événement, il faut essayer de creuser un peu plus. Parce que le président Donald Trump a présenté ces frappes comme une réponse ferme à des violences qu'il qualifie de persécution contre des chrétiens innocents, allant jusqu'à parler de massacres inédits. Et tout le monde sait que au Nigeria, la question n'est pas persécution contre les chrétiens, mais des terroristes comme Boko Haram, ils attaquent tout. Ils attaquent toutes les branches du peuple nigérien. Ils mènent plus de massacres même au sein des musulmans qu'au sein des chrétiens. Parce qu'ils occupent plus le nord, ils déstabilisent plus le nord, ils kidnappent plus de musulmans, donc ils s'en fichent de l'islam ou bien d'autres choses. Mais ce qui les intéresse, ce sont le kidnapping, rançon, c'est aussi le pétrole. Comme tout Donald Trump, il n'est pas venu au Nigeria pour sauver, soi-disant, les chrétiens, mais il est venu pour le pétrole. Et nous allons expliquer tout ça dans cette vidéo. Ce type de discours moral n'est pas nouveau. Il sert à légitimer l'usage de la force dans l'opinion publique internationale. Mais en droit international, la morale ne suffit jamais. Ce qui compte, c'est le consentement de l'État concerné. Est-ce que le Nigeria a autorisé les États-Unis de faire ces frappes parce que Trump l'avait bien annoncé avant qu'il le fasse? Ou bien le Nigeria n'a pas de choix? En droit international public, une intervention militaire étrangère n'est licite que si elle repose sur une base juridique claire. Alors, les États-Unis n'ont aucun mandat
de l'ONU. Aucun mandat légitime pour entrer frapper et il a même tué des innocents sur le sol nigérien. Donc, à dehors du mandat du Conseil de sécurité de l'ONU ou de la légitime défense, cette base repose essentiellement sur le consentement de l'État. La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 consacre le consentement comme fondement de tout engagement international. Et là, tout le monde sait que la Cour internationale de justice l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire Nicaragua contre les États-Unis en 1986. Là, aujourd'hui encore, on voit en 2025, les États-Unis mènent des frappes aériennes dans un territoire indépendant. Je ne sais pas, sous le consentement du Nigeria ou bien sous le consentement de quoi, mais je suis sûr que la population n'est pas d'accord sur cette méthode. Ce point est très fondamental. Donc, ou bien posons la question, qui finance ces terroristes? N'oubliez pas que le Nigeria est aujourd'hui le pays, le premier producteur de pétrole ici en Afrique. Donc pourquoi tant de massacres, pourquoi tant de terrorisme, pourquoi tant de banditisme dans le Nigeria? L'intervention américaine à Sokoto alimente également des lectures géopolitiques qu'il serait imprudent d'ignorer. Certains y voient un épisode de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, très présente au Nigeria à travers les infrastructures, les médias et les secteurs stratégiques, comme le pétrole et les ressources minières. Il y a aussi des proximités politiques anciennes entre les autorités nigériennes et les partenaires occidentaux. Qu'elles soient fondées ou non, ces interprétations imposent une vigilance accrue. Donc l'Afrique de l'Ouest ne doit pas devenir un théâtre de rivalité indirecte entre grandes puissances. Ça, je l'ai toujours défendu. Dans la série sur l'Afrique, le théâtre de la Troisième Guerre mondiale, j'ai expliqué pourquoi l'Afrique ne devrait pas céder à ces pressions, que ce soit économique, militaire, politique, etc., de ces Occidentaux ou bien de tout pays, de toute puissance qui veulent s'installer, qui veulent s'accaparer de l'Afrique. Parce que cela n'amènera que une guerre entre puissances au sein de notre pays. Les premières victimes seront nous, les Africains. En définitive, les frappes américaines à Sokoto sont inadmissibles, sont aussi inacceptables. Quand Trump parle du Nigeria, le vocabulaire est très clair. Terrorisme, menace, instabilité, etc. Le vocabulaire crée un réflexe de peur qui empêche de poser d'autres questions. Or, le Nigeria, ce n'est pas seulement Boko Haram, c'est aussi la première puissance pétrolière d'Afrique, un acteur clé du golfe de Guinée et un espace stratégique majeur. Cette omission n'est jamais neutre. Cette omission n'est jamais neutre. Le problème du discours sécuritaire, c'est qu'il simplifie. Il réduit les réalités sociales complexes à un ennemi unique. Comme au Sahel, on parle peu de pauvreté structurelle, de marginalisation, ou bien même de bases militaires qui terrorisent, qui même tuent des innocents, etc. Donc tout est ramené à la violence comme si elle surgissait sans histoire. Cette simplification permet ensuite d'inverser les responsabilités. Inversion des rôles. Dans ce récit, l'État et ses partenaires extérieurs apparaissent comme le seul protecteur. Alors, parfois, le Nigeria est même complice de ces crimes. Les populations, elles disparaissent du camp de l'analyse. Mais les exactions, les dégâts environnementaux dans le delta du Niger ou le rôle des multinationales sont rarement évoqués. Et pourtant, ces multinationales détruisent de plus en plus l'environnement nigérien avec l'exploitation du pétrole et des ressources minières. Et pour que cela se tienne,
il faut contrôler l'information. Donc c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de ne pas parler. Nous allons parler, nous allons expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, partout dans le monde, les multinationales, des lobbies ont fait le tout pour contrôler l'information, pour contrôler les médias. Ils véhiculent seulement ce qu'ils veulent que le peuple entend, que le public entend. Donc c'est évident pour nous de rappeler nos frères, de rappeler nos sœurs que la réalité est tout autre. Donc la majorité des discours réels proviennent de sources officielles. Des voix critiques africaines ou locaux sont peu audibles et ils ne sont pas fiables. Lorsqu'elles existent, elles sont souvent disqualifiées comme idéologiques ou radicales ou panafricanistes ou etc. des surnoms bidons. On retrouve exactement les mêmes mécanismes observés au Mali ou au Niger. Tout cela est enfin justifié par un langage très particulier. Les discours sécuritaires se présentent toujours comme moraux, protéger, stabiliser, sauver les peuples, etc. Mais cette morale est à géométrie variable, tout le monde le sait. Cette violence sont dénoncées, d'autres ignorées, sont là les intérêts en jeu. Ce n'est pas une question de valeur, mais de rapport de force. Retenez bien ça. Il n'y a jamais eu question de valeur, mais toujours c'est des questions de rapport de force, des questions d'intérêt. Selon de nombreux chercheurs, historiens de la politique étrangère américaine, plusieurs pays riches en pétrole et d'autres ressources ont été directement envahis ou fortement déstabilisés par des interventions militaires américaines depuis 1945. Le plus récent est le Nigeria. On nous parle de démocratie, de droits de l'homme, de terrorisme, mais rarement des intérêts réels derrière les guerres. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce que le journaliste belge Michel Collin explique. Il dit que les guerres modernes suivent presque toujours les mêmes schémas de propagande. Il en avait identifié 5. Donc voici une illustration claire que je vais vous faire dans cette vidéo. Il sera un peu long, mais c'est très important pour que vous puissiez comprendre la situation. Il dit d'abord, premièrement, on cache toujours les intérêts. Donnons l'exemple de l'Irak, de la Libye, du Venezuela, aujourd'hui du Nigeria. Toujours c'est une question de pétrole ou de gaz ou de route stratégique. On ne fait jamais la guerre pour rien. Cela même les bébés le savent. On dissimule les intérêts économiques et stratégiques toujours. En Irak, par exemple, la guerre de 2003 est justifiée par quoi? Par les armes de destruction massive. Britney Spears n'était pas la seule. La majorité des Américains aussi avaient confiance dans leur président. Et avait-il tort? Il avait passé une bonne partie de l'année précédente à leur exposer toutes les raisons pour lesquelles on devait envahir l'Irak. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon, nuclear weapon, nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them, he's got them, he's got them. C'est bizarre, parce que ce n'est pas ce que l'équipe de Bush avait dit au début de son mandat. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. We are able to keep arms from him. His military forces have not been rebuilt. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. There was a relationship between Iraq and Al-Qaeda. Saddam, Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda, Saddam, the Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda. It is only a matter of time before terrorist states armed with weapons of mass destruction develop the capability to deliver those weapons to U.S. cities. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. The man who hates America. This is a man who cannot stand what we stand for. His willingness to terrorize himself. He hates the fact, like Al-Qaeda does, that we love freedom. After all, this is the guy that tried to kill my dad at one time.
Ils ont simplement réussi à faire croire aux gens qu'il y avait une réelle menace alors qu'il n'y en avait pas. You get told things every day that don't happen. It doesn't seem to bother people. Bien sûr, les démocrates étaient là pour mettre un terme à tous ces mensonges. I will vote to give the president the authority he needs. The United States is prepared to lead a coalition of the willing that will do it. When I say we will lead a coalition of the willing to disarm him if he chooses not to disarm, I mean it. Who's in that coalition of the willing now? You will find out who's in the coalition of the willing. The coalition of the willing. Roll call. The Republic of... Mais tout le monde sait que les intérêts réels, c'était le pétrole irakien. Essayer de le contrôler. Mais aussi contrôler en même temps le Moyen-Orient. Assurer la sécurité d'Israël. Parce que l'Irak était vu comme une menace pour l'Israël. Mais les armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées parce qu'ils n'existaient pas. En Libye aussi, c'était la même chose. L'intervention de l'OTAN en 2011, présentée comme humanitaire, sans même l'autorisation de l'ONU. Mais les intérêts cachés étaient le pétrole libyen, or africain de Kadhafi, qui était un projet de monnaie panafricaine, qui menaçait le franc CFA. C'est pourquoi Barack Obama, son objectif était de contrôler l'or libyen, de contrôler le pétrole libyen. Et Nicolas Sarkozy s'était empêché le remplacement du franc CFA. Forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. We hit Gaddafi's troops in neighboring Ajabia, allowing the opposition to drive them out. We hit Gaddafi's air defenses. C'est la première guerre d'Africom et son commandant en chef est le premier président afro-américain. Donc ils ont comploté, ils ont tué Kadhafi. En Syrie aussi, la guerre était décrite comme une répression interne. Qu'est-ce qu'on nous disait? Oui, Bachar al-Assad lance des missiles, des bombes chimiques sur son peuple, etc., etc. Mais qu'est-ce qui étaient les enjeux cruciaux? C'était la position stratégique de la Syrie. Il y avait l'Iran à côté. Il y a la Russie qui était présente. Il y a la Méditerranée que les États-Unis ont toujours voulu contrôler. Il y a les routes du gaz. Mais aussi, les États-Unis voulaient aussi affaiblir la présence de la Russie dans cette zone et de l'Iran, les endiguer. Donc, ils ont toujours fabriqué des prétextes, mais ils cachent toujours les enjeux. En Ukraine aussi, le conflit était présenté comme défense de la démocratie, entre guillemets. Mais, qu'est-ce qu'étaient les intérêts? Les intérêts, ou bien les enjeux, c'était l'élargissement de l'OTAN. Que des automatismes peuvent se mettre en marche, des mécaniques peuvent se mettre en marche, des alliances, des réflexes, des jugements moraux qui entraînent une décision, puis après une autre. On a failli le voir en Syrie en 2013. Ces mécaniques-là sont à l'œuvre et sont à l'œuvre non seulement sur la périphérie de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, mais peuvent être à l'œuvre en Europe orientale, en mer de Chine, voire demain en Amérique latine. Depuis 1999, les États-Unis ne cessent d'élargir leur base en Europe. Alors qu'il avait signé avec la Russie pour la non-agression ou bien le non-élargissement. Mais aussi l'enjeu, c'était pour affaiblir la Russie. Je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes que si la Russie, si les États-Unis coupent l'Ukraine de la Russie va devenir automatiquement une puissance régionale. Donc ça, c'est le grand chercheur américain qui l'avait écrit dans son livre. Donc ils font tout aussi pour contrôler l'énergie de l'Ukraine. Mais aussi, c'était rare comme Trump essaye de le faire aujourd'hui, de manière même flagrante. Mais au Venezuela aussi, la crise est décrite comme même humanitaire, lutte contre le narcotrafic, lutte contre la drogue. Mais tout le monde sait que Trump veut à tout prix contrôler
la plus grande réserve mondiale de pétrole. Les États-Unis déploient une force militaire énorme au large du Venezuela et vendent ça comme une guerre contre la drogue. Sauf que cette histoire de drogue ne tient pas debout. Si ce n'est pas une question de drogue, de quoi s'agit-il alors? Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus grandes que l'Arabie Saoudite et beaucoup plus près des États-Unis, dans leur propre jardin, pour ainsi dire. Pour Trump, c'est une vaste blague que les États-Unis doivent aujourd'hui acheter ce pétrole. Si leur précédente tentative du coup d'État avait réussi, ce pétrole leur appartiendrait. Le contrôle impérialiste du pétrole, voilà l'enjeu. Mais aussi contrôler la politique publique étrangère même de ce pays pour les empêcher de faire avec la Chine, de faire avec la Russie, mais aussi de faire avec l'Iran. Mais on ne vous dit jamais cela. Le deuxième point, donc, c'est de diaboliser l'ennemi. Il faut toujours faire son adversaire un monstre. Traiter cette information, eh ben on a eu un aperçu de réponse pour la suite peut-être. Oui, il ne faut pas attendre grand-chose des médias arabes, arabo-musulmans, certainement pas, mais des médias occidentaux, on peut s'attendre après que Israël avance des preuves. Israël, qui je le rappelle, est quand même la seule démocratie de la région, où Joe Biden adhère, on va dire, à la position des Israéliens et du porte-parole de l'armée israélienne. Il serait normal que l'ensemble de la presse, des médias internationaux, eh bien, s'aligne sur ce positionnement et mentionne au moins cela, parce que d'ailleurs aussi rectifie par rapport au nombre de centaines de morts. Il s'agit aussi d'une affabulation. Donc, il sera intéressant de voir ce test. Est-ce que les médias internationaux vont le passer, ou alors est-ce qu'ils vont rester en fait dans une adhésion à la position du Hamas et adhérer de facto à ce mouvement terroriste qui a commis les crimes que l'on sait. Comme ils l'ont fait avec Saddam Hussein, Kadhafi, Assad, Poutine, Maduro, etc. Ils créent toujours un nouveau Hitler pour légitimer leur attaque ou bien leur déstabilisation. Donc c'est la diabolisation de l'ennemi. En Irak, qu'est-ce qu'il avait fait? Les États-Unis, avec l'Occident, Saddam Hussein était comparé à Hitler, présenté comme irrationnel, dangereux pour le monde. Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes, and we should just support that, you know, and be faithful in what happens. Do you trust this president? Yes, I do. Britney Spears n'était pas la seule. La majorité des Américains aussi avaient confiance dans leur président. Et avait-il tort? Il avait passé une bonne partie de l'année précédente à leur exposer toutes les raisons pour lesquelles on devait envahir l'Irak. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon, nuclear weapon, nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them, he's got them, he's got them. Matter of time before terrorist states armed with weapons of mass destruction develop the capability to deliver those weapons to U.S. cities. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. The man who hates America. This is a man who cannot stand what we stand for. His willingness to terrorize himself. He hates the fact, like Al-Qaeda does, that we love freedom. After all, this is the guy that tried to kill my dad at one time. Ils ont simplement réussi à faire croire aux gens qu'il y avait une réelle menace alors qu'il n'y en avait pas. Au final, il a été tué. En Libye aussi, Kadhafi fut décrit comme un fou sanguinaire, prêt à massacrer son peuple, notamment ceux du Benghazi. Donc finalement, il a été aussi tué en Syrie. Et alors, moi je me souviens que pendant cette période entre 2011, 2015, 2012, 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les antennes françaises, on entendait parler Daesh s'était installé là et il fallait combattre et Daesh et Bachar el-Assad. Et on mettait sur le même pied Daesh et Bachar el-Assad, ce qui était absolument invraisemblable. Nous, mais il y a pire que ça, c'est que maintenant on sait l'opération Sycomore. Dans l'opération Sycomore, les Occidentaux ont balancé des armes aux djihadistes pour se battre contre Bachar. Ce qui
tous les groupes. Effarant. Oui, parce effarant. que l'idée, c'était de faire passer les groupes djihadistes comme plus modérés. C'était la grande mode. Alors vous aviez Daesh, c'était le gros méchant, et ensuite vous aviez Al-Qaïda, qui commençait à être plus sympa, et puis vous aviez le Front Al-Nusra, qui était une branche d'Al-Qaïda. Mais alors eux, ils étaient très sympathiques, on pouvait leur donner des armes. J'ai même entendu les Américains nous expliquer ça. Ah oui, exactement. C'est l'opération Sycomore. Bachar al-Assad, quand il ne les arrange pas, c'est comme ça. Quand il n'est pas... Pour eux, c'est comme ça. Bachar al-Assad avait été décrit comme un boucher. Comme un boucher. Son pays est aujourd'hui déstabilisé, puis il est cherché au pouvoir par des terroristes soutenus par les mêmes occidentaux. Mais en Ukraine aussi, Vladimir Poutine, assimilé à un nouvel Hitler. Mais vous voyez aujourd'hui comment les médias le présentent. Au Venezuela aussi, vous voyez Nicolas Maduro, mais avant, Hugo Chavez. Ils sont toujours présentés comme des dictateurs sanguinaires affamant leur peuple, etc., etc. Donc quand ils veulent déstabiliser votre pays, ou bien quand ils veulent attaquer ou bien tuer même au leader d'un pays, ils essaient toujours de lui coller des motifs. Ils essaient toujours de préparer l'opinion publique pour le dénigrer, mais aussi pour la faire bannir, afin de résoudre leur problème, c'est-à-dire le tuer ou bien le renverser. Et à chaque fois, ils inversent les rôles. C'est le troisième point. L'agresseur devient toujours sauveur, la victime devient une menace. Oui, en Irak, les États-Unis sont présentés comme défenseurs de la sécurité mondiale. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Illégal, sans mandat de l'ONU. En Libye aussi, l'OTAN prétend protéger des civils alors qu'elle provoque l'effondrement de l'État et une guerre civile aussi. Vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'OTAN essaie de sauver ses civils? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Libye, après la mort de Kadhafi? Donc ce qui les intéressait, c'était Kadhafi. C'était de liquider Kadhafi, mais ce n'était pas les civils. Comme en Syrie aussi, des groupes armés soutenus de l'extérieur, notamment des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, Angleterre, etc., sont présentés comme des rebelles démocrates. Mais vous voyez aujourd'hui les crimes que ces terroristes ont commis en Syrie. Mais ce qui les intéressait, c'était que Bachar al-Assad chute. En Ukraine aussi, le coup d'État de 2014 et la guerre dans le Donbass, qui a été causée par les mêmes souteneurs aujourd'hui, les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc. War could have been avoided if NATO had heeded the warnings from amongst its own leaders and officials over the years that its eastward expansion would lead to greater, not less, instability in the region. Et donc, aujourd'hui, comment ils essaient de faire? De dénigrer Poutine, de faire tout pour que Poutine sorte. Au Venezuela aussi, les sanctions économiques sont invisibilisées, tandis que la crise est attribuée uniquement au régime pour déstabiliser le pays et renverser Nicolas Maduro. Ils ont même essayé des coups d'État, sans succès. Les États-Unis doivent aujourd'hui acheter ce pétrole. Si leur précédente tentative du coup d'État avait réussi, ce pétrole leur appartiendrait. Le contrôle impérialiste du pétrole, voilà l'enjeu. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas le peuple, mais de renverser Nicolas Maduro qui est, disons, anti-politique américaine, anticolonialisme. Le point 4, c'est il essaie, quand une guerre éclate, il essaie toujours une seule version autorisée. Ces dernières années, Israël a été plus terroriste que le Hamas. Je ferme les guillemets. Ces propos ont provoqué un tollé. Évidemment, en effet, selon l'Union européenne, le Hamas est une organisation terroriste et pas Israël. Question, est-ce que vous retirez ces propos ou pas du tout? Pas du tout. Ils sont vrais, non? Ah, c'est vous qui le dites. Pourquoi ils sont vrais?
Vous ne trouvez pas que c'est vrai que l'État d'Israël est un État terroriste? Il n'y a pas un terrorisme d'État. C'est pas condamné comme ça par les instances internationales. Ça, c'est votre opinion. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que l'État d'Israël est un État terroriste. Bien sûr. État terroriste. Attendez. C'est très lourd ce que vous dites. Attendez, des dizaines de milliers de morts ces dernières années. 4000 enfants sont morts sous les bombardements. Vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme? Vous ne trouvez pas aujourd'hui 37 bébés sont dans des couveuses, sont en train de mourir sous les bombardements israéliens, et vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme d'État? Pied d'égalité, le Hamas, organisation terroriste, et l'État d'Israël. J'ai dit que ces 10 dernières années, il y avait effectivement eu 6000 morts, je veux dire, comptés par l'ONU. C'est une démocratie, Israël, quand même. C'est un État colonial et un État d'apartheid. C'est une démocratie. Non. C'est pas une démocratie, Israël. Les voix critiques sont traitées de complotistes ou censurées. Vous voyez quand la guerre de l'Ukraine a commencé, comment les médias critiques ont été réduits au silence. Certains ont été fermés même en Occident. Des gens qui chantent toujours liberté d'opinion, liberté de médias, etc. Donc ils ont coupé pur et dur tous ces médias qui n'étaient pas d'accord avec leur idéologie ou bien avec leur opinion. Donc c'est la monopolisation de l'information, la marginalisation des voix critiques. En Irak, c'était pareil. Les experts opposés à la guerre, comme exemple Scott Ritter, avaient été ignorés, parfois discrédités, traités de complotistes, de n'importe quoi. En Libye, les médias occidentaux relayaient sans vérification les accusations de massacre imminents pour légitimer la liquidation de Kadhafi. Et cela a été prouvé par Michel Collomb. On nous disait que Kadhafi a tué aujourd'hui tant de personnes, Kadhafi a bombardé, a massacré tant de personnes. Et au finish, quand les enquêtes ont été menées, rien n'était là-bas. Nous sommes ici à Sorman, un quartier résidentiel à 65 km à l'ouest de Tripoli. Et ici, le 20 juin, vers 2 h du matin, 8 roquettes se sont abattues sur ces bâtiments. L'OTAN a d'abord nié l'avoir commis, puis a dit que c'était un centre de commandement militaire. Alors je vous propose de vérifier ce qu'il y a vraiment ici. La veille, toute la famille s'était rassemblée pour le 4e anniversaire du petit Khwildi Junior, et c'est durant leur sommeil que l'OTAN a mis fin à leur vie. Je ne montrerai pas ici les images absolument épouvantables que j'ai vues, les corps en morceaux. Voici juste les plus présentables. Mais je pense que le public a le droit de savoir et de regarder en face ce qui est vraiment la guerre humanitaire de l'OTAN. La nuit, à cause de l'OTAN, et tous les enfants sont traumatisés. Ce matin, un employé à mon hôtel disait que sa petite fille de 3 ans faisait des cauchemars toutes les nuits et à nouveau pipi au lit. Et ça se fait en notre nom à nous, Européens, et c'est l'argent de nos impôts qui paye les bombes. Alors quand est-ce que nous allons enfin réagir et dire, Monsieur Sarkozy, combien d'enfants avez-vous tué cette nuit ? Moi j'ai toujours été pour ceux qui voulaient un peu plus de liberté, un peu plus de démocratie comme ils disent ici, mais on a essayé de diaboliser Kadhafi, ils ont réussi, ils le font passer pour le diable en personne maintenant, c'est chose faite, mais moi j'étais en Libye, j'y vais tous les ans depuis que je suis gamin, tous les étés, là j'ai été pendant 1 an et encore un stage avant de 6 mois, et je peux vous dire que c'est vrai que le régime Kadhafi a la main mise sur tout, que c'est lui qui contrôle tout, qu'il y a un peu de corruption comme dans tous les pays, la corruption c'est pas un problème. Le problème c'est que aujourd'hui un Libyen qui ne travaille pas, il a entre 300 et 350 € d'indemnité par mois, ce qui permet de vivre correctement, même très correctement. Une famille libyenne peut obtenir des aides sur le logement. Moi j'étais sur le point d'obtenir un prêt à taux zéro pour acheter une voiture parce que je venais d'avoir un emploi et j'allais m'installer. Pareil pour les prêts construction immobilière. Tout ça, les Libyens l'ont. L'eau est gratuite, l'électricité, on dit qu'on toujours en France c'est un des pays les moins chers, mais en Libye c'est encore moins cher qu'en France. Je payais à peu près 4 € par mois d'électricité. L'eau est gratuite, même l'eau en bouteille, pourtant c'est un pays aride, l'eau est pas chère. Les soins sont gratuits, l'éducation est gratuite. Moi j'ai eu la chance d'avoir une bourse par intermédiaire de l'État libyen parce que j'étais bon élève au lycée, donc j'ai obtenu cette bourse qui m'a permis de payer une école privée ici. Donc dire que le régime ne s'occupe pas de sa population, c'est pas vrai. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de diaspora libyenne dans le monde. Voilà, il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'immigrer. Moi c'est un peu un hasard que je suis né ici parce que ma mère est pas libyenne et du coup je suis né ici et bon, mon
père estimait que c'est mieux que je reste là pour mes études et tout, voilà. Maintenant, les Libyens n'ont pas besoin d'immigrer, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, ils sont très bien chez eux, ils ont de quoi manger abondamment, c'est-à-dire qu'avec un livret de famille, on peut aller faire des courses dans les charbis, hein. Ils sont des sortes de supermarchés où tout est à moitié prix, c'est-à-dire l'État le vend moitié prix de ce qu'il achète à l'import. Donc ça n'existe dans aucun autre pays. Voilà. Il n'y a pas un seul SDF en Libye, il n'y a pas un seul mendiant. Les mendiants, ils sont étrangers parce que c'est des gens qui viennent travailler, c'est difficile. Mais les Libyens, non, ils ne sont pas dans le besoin. Et ça, c'est très important. En Afrique, aujourd'hui, tout le monde est dans le besoin. La grande majorité est dans le besoin, mais les Libyens, non. Voilà. C'était que des mensonges. En Syrie aussi, mais personne ne pouvait les contredire à ces temps-là. Parce que c'était la version dominante. C'est ce qu'ils voulaient. Donc, ils préparaient l'opinion avant de liquider Kadhafi. Toute personne qui les oppose est considérée comme un fainéant, considérée même comme un complotiste, comme un aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, comme un pro-russe, un pro-iranien, un pro-chinois, etc., anti-américain. Donc, on vous taxe tous les noms. Mais en Syrie aussi, c'était la même chose. Il y avait les casques blancs qui véhiculaient de n'importe quoi d'informations. Et tout le monde sait que ces casques blancs étaient financés par les États. Les États même qui étaient engagés dans le conflit pour faire bannir Al-Assad. Mais aujourd'hui aussi en Ukraine, les médias russes et indépendants sont interdits en Europe. Les journalistes critiques qualifiés de propagandistes, tout pour monopoliser l'information. Au Venezuela aussi, c'est pareil. Les voix dénonçant l'impact des sanctions sont accusées de soutenir une dictature. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Se taire. Le pluralisme disparaît au profit d'un récit unique. Le cinquième et le dernier type, donc, c'est la guerre au nom des valeurs. C'est ce que Trump nous vend depuis qu'il est venu au pouvoir. Droit de l'homme ici, silence total ailleurs quand ça arrange. C'est la justification au nom des valeurs universelles. Le christianisme, le messianisme, etc. En Libye, en Irak, on nous parlait de démocratie, sécurité mondiale, lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Irak? C'est toujours le contraire. Et ils s'en fichent. En Libye aussi, c'était la protection des civils, droits de l'homme. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Libye. Est-ce que les Européens ou bien même les Américains essaient de faire quelque chose pour protéger les civils libyens? La réponse c'est non. En Syrie, on nous inondait des informations selon lesquelles la défense de la population, la lutte contre un régime illégitime. Et toujours, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que le régime de Al-Joulani est légitime? Pourtant, c'est sur la radio. Depuis 3 ans, en Ukraine, on nous parle de défense de la liberté, de l'ordre international et de la souveraineté d'un pays qui est menacé, etc., etc. Mais est-ce qu'ils ont déjà essayé de creuser et de voir leur rôle dans la crise ou bien dans la guerre je ne dirais même pas de l'Ukraine, mais de l'OTAN contre la Russie, juste pour affaiblir la Russie ou bien le déstabiliser. Au Venezuela aussi, ils disent la même chose. Défense de la démocratie, droits humains, lutte contre la drogue, tout. Mais ce qui importe pour Trump, c'est le pétrole, les ressources. Les mêmes États, États-Unis, France, Angleterre, etc., qui tirent sur tous ces régimes, soutiennent pourtant des régimes autoritaires. Arabie Saoudite, Égypte, et d'autres pays. Donc vous voyez. Donc au Nigeria aussi, on nous parle de terrorisme, mais jamais de pétrole. Jamais de pollution que ces multinationales commettent, qui tuent des pauvres, qui tuent des civils, des innocents, de pauvreté organisée. Donc la sécurité sert souvent à protéger des intérêts, pas des populations. Donc quand on a un régime corrompu, tout le peuple souffre. Parce que les firmes multinationales et les États extérieurs cachent toujours les intérêts économiques et géostratégiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. La crise nigériane est réduite à un problème de terrorisme islamiste, Boko Haram ou de conflit communautaire. Boko Haram, c'est un monstre, c'est un groupe de monstres. Parce qu'il tue, il assassine
ils pendent, ils terrorisent des populations innocentes. Ils ne cherchent pas des musulmans ou des chrétiens. Ils cherchent toujours à trouver des appâts, des kidnappings, des razzias pour justifier leur idéologie. Je ne sais pas quoi, mais tout sauf l'islam. Ils ne respectent pas les règles islamiques. Ils ne respectent pas les règles humaines. Ils ne respectent pas la morale. Ils ne respectent rien. Mais qui les financent? D'où viennent leurs armes? Ils sont financés par qui? C'est une question très intéressante. Donc le Nigeria est très important pour nous parce que le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique. Donc il y a des enjeux majeurs là-bas. Il y a les multinationales comme Shell, Chevron, Total Energy, ExxonMobil, etc. Ils veulent tous contrôler l'énergie du pays. Contrôler aussi les routes énergétiques du Golfe de Guinée, qui est une zone stratégique, très stratégiquement. Il y a aussi l'enjeu de la présence militaire occidentale, exemple États-Unis, France, Royaume-Uni, etc., sous couvert de coopération sécuritaire. Mais ce qui les intéresse, c'est de garder, de contrôler et de sécuriser le pétrole. Donc les violences sont dépolitisées pour éviter toute remise en cause du système extractif. Mais les violences sont typiquement politiques. Le fait qu'ils diabolisent ensemble le Boko Haram, alors eux-mêmes ils commettent plus de dégâts parfois, parce que leur entreprise ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte pas la vie des habitants qui sont là-bas, ils ne respectent rien. Donc Boko Haram est barbare, mais ces États qui complotent avec Boko Haram pour déstabiliser davantage afin de contrôler le pétrole nigérian sont aussi des monstres, mais aussi des barbares. Mais l'État nigérian aussi n'est pas en marge de cette dynamique, parce qu'il coopère avec ses ennemis. Il coopère avec le déstabilisateur de son pays. Donc, quand vous entendez de guerre, quand vous entendez des attaques, il faut toujours analyser, expliquer, voir, comme je vous l'ai expliqué ici, ce qui est toujours les motifs des guerres. Je le rappelle, première chose, on cache toujours les intérêts économiques et stratégiques. Deuxième chose, on diabolise toujours l'ennemi. Troisième chose, on inverse toujours les rôles. L'agresseur devient sauveur et la victime devient une menace. Quatrième chose, il y a une seule version autorisée. Les voix critiques sont toujours bannies. Et la cinquième, c'est la guerre au nom des valeurs. Valeurs de la démocratie, valeurs universelles, valeurs chrétiennes, etc., etc. Mais tout repose sur l'économie. Tout repose sur des politiques interventionnistes, des politiques capitalistes. Donc, c'était ça aujourd'hui. Je vous remercie. Jusqu'à la prochaine fois.